Vous ne souvenez pas tout, vous faites bien, mesdames et messieurs. Merci pour la grande confiance que vous nous renouvelez encore dans le cadre de votre émission Savoir en parler, qui reçoit ce soir un ingénieur agroforestier. Et lui, c'est Julien Moulombo, avec qui nous allons échanger autour de la question liée à la COP 30 de Belém, qui s'annonce déjà. Quelle sera justement la position de la République démocratique du Congo, parce que nous considérons que cette COP constitue une COP de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo. Julien Moulombo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel Coquet. Je suis vraiment ravi d'être de nouveau invité sur votre plateau pour échanger sur des questions aussi importantes pour notre pays. Question d'environnement, même si, bon, la sphère médiatique chez nous est plus caractérisée par la politique, la musique et autres. Mais du moins ici, un cadre écologiquement correct, pour ne pas dire une chaîne verte. Oui, effectivement, ça fait partie de rares initiatives dans notre pays consacrées à des questions aussi importantes qu'est l'environnement. D'ailleurs, nous avons toujours salué vos efforts pour la sensibilisation de la population sur des questions environnementales, et ça a toujours été matérialisé aussi par notre présence dans certaines de vos émissions, comme Savoir en parler aujourd'hui. Savoir en parler qui vous reçoit, la COP 30. Parlons-en. Nous considérons, beaucoup d'experts, même au niveau de l'État, estiment que c'est une COP importante pour la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, qu'est-ce que l'on peut retenir autour de cette conférence de Belém? Oui, moi, à mon humble avis, je pense que c'est une COP de tous les enjeux, parce que vous avez sans doute suivi ce que le président des États-Unis, Donald Trump, a dit concernant toutes les questions liées à l'environnement. Pour lui, considérer que ce n'était que du pure farce, de l'arnaque, disons, alors que ces questions sont vraies et ça nécessite une attention plus que particulière. Malheureusement, l'un des pays émetteurs de gaz à effet de serre, un pays majeur dans ces questions, un pays aussi qui finance beaucoup d'initiatives liées à la préservation de forêts. Malheureusement, un tel point de vue ne s'annonce pas vraiment bien pour ces questions d'ordre environnemental, et beaucoup plus pour la République démocratique du Congo, qui est un pays forestier, qui a une vaste l'étendue de la forêt dans le bassin du Congo. Donc moi je pense que nous devons rectifier les tirs et voir un peu comment nous positionner face à cette indifférence de certains pays qui ont une responsabilité historique dans ces questions et qui doivent nécessairement faire des efforts, non seulement pour la diminution de leurs émissions, mais aussi pour payer ce qu'ils font comme dégâts, compenser leurs émissions. Donc moi je pense qu'il y a vraiment du travail là-dessus. Donc ceux qui seront à Belém doivent vraiment valablement nous représenter, parce que... bon, on a la RDC, s'il s'est illustré depuis la COP 27 comme étant pays solution. La COP 30 s'illustre en une conférence basée sur les forêts. Déjà, c'est le Brésil qui organise. Un autre pays, le premier poumon d'ailleurs de la planète, au regard des archives, parce qu'aujourd'hui, les études ont démontré que les forêts du bassin du Congo constituent les premières forêts en termes de capacité d'absorption des gaz à effet de serre. Oui, je pense que c'est un choix stratégique. Oui, parce que vous êtes sans ignorer que au Brésil, il y a eu des actions contre la préservation de forêts. Et
vous vous souviendrez que c'était avec le même président qui est revenu au pouvoir, Lula. Donc, où il fallait raser la forêt et faire le champ de maïs et consorts. Il y a eu des incendies Maintenant, aussi des forêts qui ont été oui. enregistrés dans les années passées. Oui, maintenant, lorsque le président américain dit que c'est une question qui n'est pas vraiment importante, c'est qui de n'est que l'arnaque. de pure farce, qui n'est que de l'arnaque. Donc, moi je pense que la responsabilité qui vient d'être donnée au Brésil maintenant, c'est de prouver en quoi c'est vraiment important de préserver les forêts. Parce que si aujourd'hui... Est-ce que le problème de Donald Trump, c'est récuser les efforts qui doivent être menés pour préserver les forêts, ou c'est justement au niveau de toutes les organisations qui sont faites? Mais c'est depuis la COP 21 qu'on a parlé de la limitation de la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius, des actions qui devaient suivre. Parmi ces actions, on a noté justement la mobilisation du fonds vert. Il fallait financer des pays qui disposent encore de leurs massifs forestiers pour éviter à ce que ces États puissent orienter encore leurs économies vers la destruction des forêts. Mais lorsqu'il a essayé d'observer un peu la situation telle qu'elle se présente, il s'est dit effectivement c'est une COP des dupes, comme certains experts africains n'ont jamais cessé de le dire. Trump regarde l'organisation, regarde la manière dont les choses se font, alors il s'est dit en tout cas c'est de l'arnaque. Est-ce qu'à ce stade-là il a tort? Bon, je ne dirais pas qu'il a tort, non plus qu'il a raison, mais nous devons voir ce que la science dit. Lui, il a donné ces exemples à lui, disant qu'autrefois on disait qu'il y avait un problème de refroidissement, maintenant c'est le réchauffement, on ne sait plus. Donc, comme si c'était un jeu de mots. Ouais, selon ces termes, c'est comme s'il ne voyait pas l'urgence qui est devant nous. Mais nous tous, nous savons, nous le sentons d'ailleurs, qu'il y a un problème qui mérite une attention plus particulière, qui est le réchauffement climatique, parce que nous voyons, en termes de chaleur, nous-mêmes, nous voyons que, quand même, il y a une montée de la chaleur. Un problème. Fonte de glaciaires, ça ne se justifie pas autrement que le réchauffement. Maintenant, moi, je mets beaucoup plus accent au dire de Donald Trump, parce que nous savons que lorsque nous parlons de la préservation de forêts, cela sous-entend que nous parlons de moyens, de l'argent qui doit être mis à disposition pour que l'on puisse faire toutes ces actions liées à la préservation de nos forêts. Et parmi ceux qui mettent autant de moyens, ce ne sont que des Américains, vous voyez. Donc, par exemple, la Chine, qui émet le double de ce que les États-Unis émettent comme CO2 avec le combustible fossile et consorts, la Chine n'émet presque absolument rien. Et il s'est dit que, voilà, nous, on est un pays pauvre, on ne sait pas mettre autant de moyens dans toutes ces questions. L'Inde, d'ailleurs, ne met presque rien. Et puis, l'Union européenne, oui, ils font des actions, bien évidemment, mais ils ne contribuent vraiment pas à grand-chose, contrairement aux Américains avec USAID, avec toutes ces organisations. Vous voyez que le fait que le président des États-Unis jette en pâture tous ces efforts et réduise ce que nous avons, ou bien annule tout ce qu'il y a comme financement pour la préservation des forêts, ça doit nous interpeller. Et lorsque nous allons... C'est toujours Donald Trump, lors de son premier mandat, qui s'était retiré justement de l'accord de Paris. Oui, effectivement, ces actions fragilisent l'élan que nous avons pour la préservation de nos forêts. Et lorsque certains de nôtres iront nous représenter à Belém, ils doivent comprendre ces enjeux et mettre en place des stratégies pouvant contraindre ces derniers pour qu'ils puissent normalement revenir
revenir sur ce propos, sur les engagements de 2015. Donc, c'est ce que moi, je pense qui est vraiment utile à ces niveaux. Parce que sans stratégie, nous n'en sortirons pas. Vous savez, lorsqu'il y a quelque chose entre les mains de quelqu'un, il y a le moyen, et ces moyens, pour le retirer, ça demande qu'il y ait des stratégies. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, une bonne stratégie pour ceux qui iront nous représenter serait vraiment très importante pour permettre à ce que nous puissions mobiliser ces moyens et, n'est-ce pas, continuer à préserver nos forêts. Maintenant, si par exemple, nous n'arrivons pas, on aura du mal à faire face à ce qui vient devant nous. Parce que moi, personnellement, je m'étais rendu à Inongo pour certaines recherches. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème sérieux pour préserver nos forêts. Parce que l'ensemble de la population, lorsque vous parlez de la préservation des forêts, ils pensent comme si c'était une action, c'était un fardeau, vous voyez. C'était un fardeau, alors que ça ne l'est pas. C'est pour notre propre bien. Mais ça demande à ce qu'il y ait des mesures incitatives. Hein? Ces mesures doivent être prises par qui? Déjà nous-mêmes, en interne, s'il faut revenir à la République du Congo, nous avons un problème important dans la gestion, même dans la politique environnementale. Oui, je pense que au niveau de l'Association congolaise pour la protection de l'environnement, nous avons écrit au ministre des Budgets pour signifier à celui-ci que toutes les questions liées à l'environnement méritent une attention particulière du gouvernement parce que nous ne pouvons pas seulement nous attendre à ce qu'il y ait de l'aide extérieure pour pouvoir préserver ce que nous avons comme ressources. Voyez. Donc, une part importante de moyens doit être mise à disposition de ceux qui se battent pour la préservation de l'environnement au niveau du budget. Voyez. Mais malheureusement, jusque-là, nous n'avons pas encore reçu une notification de la part du ministre de budget. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour réitérer cet appel et pour que celui-ci puisse prendre en compte ce que nous avons donné comme recommandation. Mais la session budgétaire, cette session de septembre, qui souffre même avec toutes les tractations qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale. On a appris même qu'il y a eu encore des petits soucis au niveau des administratifs, au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont des députés qui devaient aussi, à leur niveau, parce que ce sont eux qui constituent cette autorité budgétaire, qui devaient réfléchir sur des mécanismes qui devaient faire en sorte que l'on puisse allouer au secteur de l'environnement aussi beaucoup de moyens. Le problème, c'est au niveau justement de l'autorité budgétaire. Bon. Parce que lorsque vous parlez du ministre des budgets, là c'est l'exécutif. Ils ne sont là que pour exécuter ce qui sera arrêté au niveau du Parlement. Oui, effectivement, vous avez raison de le dire. L'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Donc là, vous avez vraiment raison. Mais le Parlement reçoit la proposition du gouvernement et discute sur toutes ces questions, voir un peu s'il y a des amendements. Si c'est bon, ça passe. Mais si ce n'est pas bon et qu'il y a nécessité d'amender, on peut amender. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, dans notre pays, bon, pour ne pas notre pays, dans presque tout le pays africain, les décideurs ne prennent pas à cœur toutes les questions utiles. Ah d'accord. Donc, les questions utiles ne sont pas prises en compte. Ah oui, je doute fort, prises avec considération. Je doute fort que si au niveau du ministère du budget, on n'arrive pas à mettre quelque chose de consistant pour la préservation de nos forêts, par exemple des écosystèmes, pour la salubrité et consorts, je ne crois pas qu'au niveau du Parlement, quelque chose
des sérieux sera fait Mais c'est ça. pour que... Je l'ai dit pourquoi. Parce que lorsque il y a des débats au niveau de l'Assemblée nationale, Oui. des débats qui suscitent de l'enthousiasme, ce sont des débats là où on parle de quelque chose... De Katubianza. Voilà. De l'argent. Qu'est-ce que nous leurs pouvons intérêts gagner? à eux. Voilà. Donc, sur ces questions-là, moi, Mais nous sommes médias, nous sommes analystes, nous sommes environnementalistes. C'est une occasion pour lancer un appel, pour interpeller justement ces députés qui nous suivent. Il y a toute une commission environnement au niveau de l'Assemblée nationale. S'ils peuvent prendre à bras le corps cette question pour réfléchir sur la possibilité de donner au secteur de l'environnement un peu plus de moyens, parce qu'en réalité, le secteur de l'environnement ne devrait pas être considéré comme étant un secteur budgétivore. Par contre, ça doit être considéré comme un secteur qui peut apporter encore beaucoup plus de moyens à l'État. Oui, effectivement, bon, vu que moi je ne suis pas un politicien, je ne suis qu'un technicien, je ne vois pas pourquoi je vais vraiment beaucoup trop vous attarder me focaliser sur ces questions, sachant que nous avons en face de nous des gens qui, généralement, ne s'intéressent pas à toutes ces questions. Donc, moi, je pense que la sensibilisation au niveau de la population, c'est vraiment quelque chose de meilleur pour moi, parce que je sais que dès que nous avons 2 ou 3 oreilles, paires d'oreilles attentives, et le message sera passé, quelques actions seront menées. Mais lorsqu'il faut interpeller qui que ce soit, que je sais déjà que ça va rien accoucher. Donc, selon moi, je pense que sensibiliser la population à la préservation de l'environnement, c'est une bonne chose, parce que ces derniers feront des actions en faveur de la préservation de l'environnement, sûrement parce que c'est dans ça qu'ils vivent de la forêt, et je pense que c'est une meilleure action, et sensibiliser aussi la communauté internationale, parce que je sais que vous êtes même sur les réseaux sociaux, sur YouTube et consorts, que ces derniers mettent du moyen, parce que cette question de réchauffement climatique nous touche, nous tous. Donc, si, en plus de ce que nous émettons comme CO2, il y a encore la déforestation. Donc, nous libérons du carbone emprisonné dans nos arbres. Donc, ça va faire en sorte que la situation sera difficilement gérable. Donc, je pense que les autres, ils comprennent. Et ils comprendront ce que nous sommes en train de dire. Et vous l'avez toujours vu, ces gens, ils mettent ne serait-ce qu'un peu de moyens dans la préservation des forêts qui ne leur appartiennent pas. Vous voyez. Mais donc, ils bénéficient les avantages. Oui, les avantages, ce n'est pas seulement eux qui bénéficient de ces avantages. Nous devons savoir que préserver nos forêts, c'est beaucoup plus à notre avantage qu'à l'avantage de ces gens-là. Parce que dans la forêt, nous avons ce que nous avons comme nourriture. Les produits forestiers non lignés, notamment les champignons, quoi que ce soit que nous consommons. Et les forêts, les médicaments, tout. Oui, vous voyez. Tous les bienfaits. Tous ces bienfaits-là, nous avons du bois aussi facilement, contrairement dans d'autres cieux. Donc, d'abord, les forêts, c'est utile d'abord pour nous. Maintenant, lorsque il y a des services que rendent nos forêts, par exemple la séquestration de carbone, ça nous profite maintenant et à nous et à eux. Mais beaucoup plus à eux, parce que eux, ils émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre que nous appelons généralement le CO2. Ça fait partie des gaz. C'est pas seulement des gaz qui sont nocifs. Donc le CO2 est l'un des gaz à effet de serre. Donc, vous allez comprendre que lorsque nos forêts séquestrent et ce que nous émettons comme CO2 et les CO2 émis par les autres pays, qui sont donc grands ça rend pollueurs, service aussi à ces gens-là. Vous voyez. Raison pour laquelle ils ont une certaine responsabilité. Une obligation. Voilà. Ils doivent compenser. Ils ont pollué, pour le principe des pollueurs-payeurs. Ils ont pollué. Les autres disposent des espaces forestiers qui
captent, qui absorbent cette pollution, alors en contrepartie, ils doivent débourser des moyens pour permettre à ceux-là de ne pas aussi toucher à leur forêt. Quand je dis toucher, ça veut dire qu'ils ne puissent pas aussi détruire leurs espaces forestiers. Oui, effectivement, mais il y a une petite nuance. Il ne faut pas dire seulement que eux, ils détruisent, en fait, et ils émettent du CO2 alors que nous n'émettons pas. Non. Nous émettons du CO2, nous aussi. Et aussi, ils émettent du CO2. Mais en termes de quantité, donc la proportion n'est pas la même. Donc, vous allez comprendre que eux, ils émettent moins, ou plus. Et nous, ce que nous émettons comme CO2 est, je peux dire, insignifiant. Raison pour laquelle ils ont plus de responsabilités que nous autres. Vous voyez. Donc, nous aussi, nous émettons avec ce que nous appelons le déboisement. Vous voyez, lorsque nous détruisons nos forêts, nous mettons du feu, nous libérons le CO2 et nous contribuons aux émissions de CO2. Mais ce que nous émettons, proportionnellement avec ce qu'eux ils émettent, est insignifiant. Donc voilà la nuance que j'aimerais bien rajouter dans ce que vous venez de dire. Ouais. Maintenant, cette responsabilité de payer ne veut pas dire qu'eux, ils n'ont plus aucune responsabilité. Ils ont la responsabilité aussi de diminuer leurs émissions. Ouais. Pour que la situation ne puisse pas continuer à être aussi dramatique. Mais nous aussi, nous avons la responsabilité de continuer à préserver ce que nous avons. Mais nous ne pouvons pas uniquement nous attendre à ce qu'ils viennent nous donner quelque chose. Nous aussi, parce que nous savons que c'est à notre avantage principalement, nous devons mettre quelque chose au niveau de notre budget, nous devons mettre quelque chose de côté pour nous permettre de amener des actions qui vont assurer justement cette préservation des espaces. Effectivement, vous voyez. C'est-à-dire, chacun a des droits et des responsabilités et des devoirs. Vous voyez. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit à l'introduction avec la COP 30, moi je pense que cette COP doit être mûrement réfléchie. Pourquoi? Parce que la ministre de l'Environnement sortant avait initié la rédaction de notre politique forestière nationale pour nous aider à avoir une vision à long terme de ce que nous avons, ce que nous voulons faire du secteur. Vous voyez. Maintenant, lorsqu'on change de ministre, ça demande à ce que celui-ci, parce que c'est lui qui est la bouche autorisée de parler à notre nom, de intérioriser toutes ces notions, de voir un peu s'il y a des agissements à faire et finir une fois pour toute cette histoire et aller au niveau des COP avec une vision bien définie de ce que nous avons. Il y a continuité de l'État, ça ne veut pas dire que puisque tel remplace l'autre et qu'il faut faire tabula rasa. Ça, c'est ce qui est malheureux chez nous, c'est ce que nous vivons souvent. Lorsqu'on arrive, on oublie tout ce que l'autre a fait, on veut initier de nouvelles, mettre sur pied de nouvelles stratégies, et parfois ça ne réussit pas. Mais s'il faut revenir à cette question, on va voir que c'est elle qui a maintenant la charge du ministère de l'Environnement. C'est un expert en environnement, contrairement à Eva Zaïba, qui était juriste. Certes, pour avoir géré pendant longtemps le ministère, elle a eu le temps d'apprendre et de commencer à avoir cette petite maîtrise du secteur, mais la continuité de l'État, c'est un aspect important. Oui, mais la question importante est, est-ce qu'ils ont fini à rédiger, à élaborer cette politique cette feuille de route? Non, cette politique nationale. La politique nationale. Forestière nationale. Est-ce qu'ils ont fini? Parce que lorsque vous finissez, vous avez une vision globale de ce que vous voulez faire de votre forêt. Vous voyez. Donc, lorsque vous partez dans de telles négociations, vous savez qu'est-ce que vous voulez, qui dira quoi, pourquoi, quand et comment. Vous voyez. Donc,
toutes ces questions, moi je pense que peut-être ils prendront en compte ce que nous disons, comme nous sommes en train de faire comme interpellation, qu'ils ont intérêt à vite finir avec l'élaboration de cette politique et ils ont intérêt à aller à la COP 30 avec une vision globale bien définie et chacun joue très bien son rôle et je pense que ça ira pour nous. Maintenant, l'autre problème, c'est que qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous demandons? Et lorsque nous aurons ce que nous demandons, qu'allons-nous faire avec? Vous voyez? Donc, vous êtes sans ignorer que dans notre pays, lorsqu'il y a des fonds qui arrivent, généralement ces fonds est détourné. Non, je parle de détournement dans ce sens que, par exemple, on utilise ça pour autre chose. On utilise ça. C'est ça le détournement. Vous voyez. Et du coup, on met de côté donc l'objectif pour lequel ces fonds ont été décaissés. Voilà. Vous voyez. Moi, je pense que nous devons vraiment faire très attention. Et d'ailleurs, vous, en tant que médias, vous avez cette responsabilité de toujours insister dans l'espoir qu'ils vous écoutent, vous voyez, qu'ils mettent effectivement le moyen qu'ils ont reçu, qu'ils affectent ces moyens aux questions pour lesquelles ces fonds ont été mis à leur disposition. On a parlé de 500 millions. C'était à la fin de la COP 27, hein? 500 millions. Quand le chef de l'État est arrivé, il a été reçu à l'aéroport par des ministres, des députés, des acteurs politiques. Voilà, on était allé à la COP 27, on est rentré avec de l'argent, tout ça. Qu'est-ce que cet argent a réellement fait? Vous parlez déjà de détournement dans la mesure où peut-être cet argent a été affecté ailleurs, alors que ça devait aider à ce que nous puissions mener des actions qui pouvaient garantir justement la préservation des forêts. Déjà en 2021, F. Bazaïb avait lancé la campagne de restauration des écosystèmes. Bon, sans préciser quels écosystèmes. Qu'est-ce qui a été réellement fait? Quels sont les écosystèmes qui ont été restaurés ou qui sont en voie d'être restaurés? C'est la grande question. Beaucoup de questions sont posées. Et puisque nous considérons que la COP 30 constitue une conférence de tous les enjeux pour la République du Congo, on peut se dire qu'au stade actuel, au regard du tableau que vous êtes en train de présenter et de peindre, et nous sommes encore loin justement d'agir en faveur justement de cette préservation des écosystèmes et surtout de la valorisation même de nos espèces et de nos espaces. Oui, effectivement, moi je dirais que nous sommes vraiment très loin. Très loin, vous ajoutez très loin. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que nous voulons faire de nos forêts doit être très bien défini. Pourquoi? Parce que ça va aider le gouvernement, lorsqu'ils iront plaider notre cause à l'extérieur, qu'ils aient une même voix. On envoie les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Deuxièmement, c'est pour nous autres de la société civile lorsque nous menons nos actions, de nous référer toujours à la politique nationale de notre pays, comme fait Greenpeace, WWF, Rainforest et consorts. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la RDC veut? Moi, je suis de la société civile, je suis le président de l'Association congolaise pour la protection de l'environnement, je ne sais pas. Association congolaise pour la protection de l'environnement. Une structure de jeunes. Hein? Oui, je ne sais pas. J'ai d'ailleurs demandé à la ministre, par correspondance bien sûr, ministre de la Jeunesse, lors des consultations, voir un peu l'actuel, voir un peu ce que nous pouvons, donc si nous pouvons réfléchir ensemble sur cette question et voir un peu si nous pouvons mener des actions un peu plus fortes, malheureusement. L'apport de la jeunesse dans la protection de malheureusement, dans la préservation. Tout le politique congolais, jusque-là. Aucune réponse. Je l'espère, j'espère que peut-être elle, en tant que jeune,
comprendra l'importance de toutes ces questions. Mais depuis que vous avez introduit, pas de réponse, peut-être c'est Non, encore en étude. nous avons introduit la lettre... Peut-être que c'est en étude. Permettez-moi de le dire, nous avons introduit la lettre par responsabilité. Ok. Sinon, les gens diront, vous n'avez rien fait. Moi, j'ai des accusés de réception. Ouais. Je dirais, voilà, je fais ça, je menais telle action, j'ai contacté... Parce que j'ai contacté le ministre du Budget. En tant que président national de l'Association congolaise pour la protection de l'environnement. J'ai contacté la ministre de la Jeunesse. Alors, si toutes ces questions liées à l'environnement ne les intéressent pas, ce n'est pas mon problème. Vous avez fait votre part. Moi, je fais ma part. Hein, avec tous ceux qui nous accompagnent. Nous, on a fait notre part. Nous savions déjà que ça n'allait pas attirer l'attention des... Mais il fallait quand même oser. Non, il fallait le faire. Fallait tenter. Comme ça, nous, même Dieu voit que nous avons mené des actions. Mais le problème, c'est qu'en face de nous, nous avons des gens qui ne s'intéressent pas aux questions sérieuses. Bon, on peut passer à autre chose. Maintenant, lorsque j'ai dit le gouvernement doit parler le même langage lors de ces genres de négociations, la société civile qui les accompagne doit comprendre ce que le gouvernement veut. Comme ça, nous accompagnons la vision du gouvernement. Il ne faut pas qu'il y ait de contradictions. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de contradictions. Le gouvernement parle autre chose, la société civile congolaise parle autre chose, et la presse nationale présente autre chose. On est dans le désordre. Et parlons même de la presse, cette presse même qui ne s'intéresse pas à ces questions d'environnement. Bon, ce sont ces gens-là qu'on amène, hein, ceux qui vont pour le compte du gouvernement. Ce sont des journalistes politiques, des journalistes qui ne s'intéressent même pas aux questions d'environnement, qui, lorsqu'il faut rédiger un papier lié à un aspect écologique, on va un peu à côté de la plaque. C'est ce qu'ils font. Alors, lorsque vous dites la société civile présente une chose, les gouvernements présentent autre chose, la presse parle d'une autre chose, ça devient une cacophonie et on vous trouve moins sérieux, on ne sait pas vous financer, on ne sait pas vous accompagner. Et surtout, lorsqu'on met le moyen à votre disposition, qu'est-ce que vous en faites? Donc, c'est comme si, lorsqu'on n'est pas sérieux, on est sérieux. Ah, c'est un peu l'inverse. Hein? C'est un peu l'inverse. Et lorsqu'on dit, bon, pourquoi tu n'as pas fait ça? Bon, je fais ça, est-ce que l'autre, là, il faisait comment? On veut se comparer à l'autre. Par le mal, mais... L'autre a fait le mal, bon, moi aussi, je suis obligé de faire le mal. Oui, je pense que... Je ne vais pas vraiment trop aborder la question parce que je sais que c'est une peine perdue. Non, mais il faut continuer à en parler. Nous n'allons pas nous fatiguer. Revenons sur les questions plus techniques. On te verra toujours des bonnes personnes qui vont réaliser que lorsque l'homme aura détruit le dernier arbre, ceux qui auront compris que lorsque l'homme aura consommé le dernier poisson, en ce moment-là, l'homme va se rendre compte que l'argent n'est pas comestible et que cette sonnette d'alarme qui est lancée, c'est pour sauver l'humanité tout entière parce qu'il n'y a pas de planète B. Tout le monde doit réaliser cela et les actions qui doivent être menées et par tous et pour tous. Bon, malheureusement, vous êtes en train d'expliquer à un aveugle la couleur rouge et je pense qu'un aveugle de naissance n'a jamais vu la couleur rouge. Il ne sait même pas comment ça se présente. Rien de tout ce que vous dites. Bon, maintenant, nous savons que lorsqu'il y a des pluies, des fortes pluies dans notre ville, on est tous victimes. Ces inondations, on est tous victimes. Nous savons qu'il y a une réglementation, dans le code forestier d'ailleurs, on dit rayon de 100 mètres de cours d'eau doit être préservé avec sa forêt et consorts. Et de part et d'autre, 50 mètres de cours d'eau doit être préservé. D'ailleurs, je loue les efforts qui sont en train d'être menés au niveau du gouvernement provincial pour préserver les emprises de l'État. Mais voyez un peu ce qui se passe au niveau de nos cours d'eau. Si on peut faire quelque chose pour que la situation soit maîtrisable, prochainement. Maîtrisable. Maîtrisable. La situation soit maîtrisable. Lorsque les pluies
parce que les pluies ont déjà commencé, Mm. et lorsque nous allons atteindre les pics, que nous ne puissions pas pleurer. Je dis ça pourquoi? Parce que ces gens-là, les gens auxquels nous sommes en train de faire allusion, ils ont beaucoup de moyens. Ils ont détourné autant de moyens qu'ils sont capables de fuir même sous la pluie à travers des jets privés et aller se réfugier je ne sais où, attendre jusqu'à ce que cette situation sera... voilà, ils vont revenir. Vous voyez. Mais nous autres qui n'avons pas de moyens, nous serons des victimes. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, voilà. Et nos pieds pour fuir. Voilà. Et que le gouvernement provincial continue de faire ce travail, même au niveau des cours d'eau, ça va nous aider. Au moins là, nous sommes un peu soulagés des actions du gouvernement provincial, vous voyez. Comme ça, au moins, nous aurons nos vies entre nos mains, bien qu'on nous a déjà tout pris. Vous voyez. Donc, c'est ce que moi je pense qui doit être mené en faveur de la population. Pour récapituler, j'ai dit au niveau de la politique nationale qu'au niveau du ministère, on arrive à finaliser cette histoire pour que, lors des négociations, nous ayons un même langage. Au niveau du gouvernement, là c'est noté, hein. Au niveau de la société civile, que ce dernier puisse mettre à la disposition de tout le monde cette politique. Comme ça, même au niveau des médias, nous savons qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous réclamons et pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut communiquer. Hein. Voilà. Maintenant, ce que nous avons comme moyen au niveau de l'État, nous devons mettre de côté une part considérable pour nous permettre de faire face aux questions d'ordre environnemental et beaucoup plus pour la préservation de ce que nous avons comme écosystème, que ce soit forestier et autres. Vous voyez. C'est que moi je peux dire à cet instant. Maintenant, lorsqu'il faut espérer que la situation soit résolue d'une manière miraculeuse, ou je dirais un peu plus... par bâton magique. Je ne crois pas que au niveau national que des actions puissent être menées aussi rapidement dans ce sens-là. Vous êtes trop sceptique. Bon, au fait, le problème c'est que lorsque vous vous promenez et que vous voyez un chien nu, vous ne pouvez pas vous demander quel sexe. Vous n'avez qu'à voir et vous allez comprendre. Et je finis là. Donc, vous n'avez qu'à regarder à voir. Vous n'avez qu'à regarder et vous pouvez voir que c'est une femelle ou quoi que ce soit. Donc ce que j'ai dit, je sais pourquoi je l'ai dit. Alors, raison pour laquelle j'aimerais bien que nous puissions revenir beaucoup plus sur des questions techniques. La question liée à la COP 30, à l'époque, il y a eu des propositions qui ont été faites. On a vu une coalition naître entre le Brésil, la République démocratique du Congo et l'Indonésie, qui constituent d'ailleurs ces trois poumons de la planète. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que ces trois pays doivent faire réellement bloc pour pousser justement ces grands bailleurs de fonds, pousser ces grands pollueurs à mettre réellement la main à la poche pour financer, les financer de telle sorte qu'eux aussi puissent, à travers leurs forêts, avoir cet élan de développement, mais tout en préservant leurs écosystèmes. Oui, je pense que c'est une très bonne initiative. Une très bonne initiative qui, s'il y a des actions un peu plus concrètes, je pense que ça peut donner quelque chose. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque deux personnes se mettent ensemble, ces deux personnes doivent avoir une même vision. Vous voyez. Maintenant, le problème, c'est que maintenant, nous sommes en présence de trois pays que vous avez cités. Maintenant, pour se mettre ensemble, ça demande à ce que la RDC d'abord commence à savoir ce qu'elle veut, pour maintenant amener sur la table des discussions, d'élaboration de cette structure, de ces voilà projets ce communs que nous avons comme idée et
essayons un peu d'ajuster nos idées avec le vôtre et voir un peu si nous pouvons trouver un juste milieu. Et ça va nous aider maintenant à parler le même langage lors des négociations. Mais le problème, c'est que nous, à l'interne, nous sommes dans un désordre où on ne sait pas. Il y a une cacophonie. On ne sait déjà pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, lorsque nous allons nous mettre ensemble avec ces gens-là, ils ne nous comprendront pas. Parce que le ministre va parler autre chose, ces délégués parleront autre chose, et après, la presse et la société civile congolaise parleront autre chose. Et lorsqu'on va changer de ministre, c'est le ministre qui va rentrer en fonction parlera autre chose, et vous voyez qu'ils ne nous prendront pas au sérieux. Là, vous me rejoignez, ça veut dire que le problème, c'est au niveau de la politique nationale de l'environnement. Il faut qu'il y ait une politique bien définie. Et il faut qu'à tous les niveaux, tous ceux qui doivent travailler, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du gouvernement, que l'on se mette dans la tête qu'il faut réellement réfléchir sur cette véritable politique qui devra justement accompagner toutes les actions qui seront menées en faveur justement de, que ce soit de la protection de l'environnement. Les lois existent. Nous avons autant de lois dans ce secteur de l'environnement, mais qui aussi souffrent d'application. Donc, il faut un état des lieux, on va appeler ça comment, état généraux, on va appeler ça audit environnemental. Bon, au fait, il y a une initiative dans ce sens pour essayer un peu d'amender, de réviser la loi numéro 011 2002 du 29 août 2002 qui est portant code forestier en République démocratique du Congo. On essaie un peu de réviser la loi pour mettre des questions liées notamment au paiement de ce que j'ai dit, des services rendus par nos écosystèmes, et puis des questions liées au crédit carbone et consorts. Donc beaucoup d'autres questions, nouvelles questions méritent d'être insérées dans le code forestier. Et je pense qu'ils sont en train d'évoluer, ils doivent faire vraiment vite. Parce que, vous savez, même si vous avez une vision commune, et ces gens-là, ils vont vous écouter. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que vous faites chez vous? Vous parlez de la préservation de la forêt, alors que chez vous, vous êtes en train de détruire vos forêts. Donc, il y a une contradiction entre ce que vous dites et ce que vous faites. Or, pour qu'il y ait cette harmonie, il faut que la vision soit accompagnée par des mesures de préservation, qui est la loi. Parce que la loi va faire en sorte que lorsqu'on applique cette loi, la préservation de nos forêts va suivre. Vous voyez. Donc, les gens, ils savent déjà que telle action est interdite par la loi et vous voyez ce que ça va donner. Mais lorsque la loi en question n'est pas mise en application chez vous, tout ce que vous allez dire, tous vos discours là ne tiendront pas debout et ils ne vont pas vous prendre au sérieux parce qu'ils savent que vous n'êtes pas sérieux. Vous voyez. Donc ça demande à ce qu'il y ait des mesures aussi fortes à l'interne pour que nous puissions être cohérents avec ce que nous disons à l'externe. Voilà. Un travail doit être fait en amont. La COP 30, c'est du 10 novembre au 21 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 13. Il reste combien de temps? Moins d'un mois. Espérons qu'au niveau de cette équipe qui va représenter la République du Congo, un travail est en train d'être fait pour arriver à ce stade-là. Déjà, l'aspect lié à cette coalition RDC, Brésil et Indonésie, est-ce qu'il est question ici de demander ou il est question de montrer ce que vous êtes? F. Bazaï Baladi, quand il était ministre de l'Environnement, montrer ce que vous êtes, c'est dont vous disposez, le rôle, n'est-ce pas, que cela joue dans la préservation, dans le maintien de l'équilibre écologique, pour pousser les autres justement à mettre la main dans la poche pour financer.
Oui, mais moi je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que dans notre pays, nous ne mettons pas assez de moyens dans la recherche. Aujourd'hui, s'il faut vous demander... Mais on va vous dire qu'on n'a pas assez de moyens. On a besoin de ces moyens-là. Oui, mais parmi les recommandations de la COP 21, il y avait aussi les transferts des technologies. Non, mais écoutez, permettez quand même. Allez-y. Vous savez, je parle de la recherche parce que lorsqu'on va vous demander de quantifier ce que vos forêts ont séquestré comme carbone l'an passé, vous aurez du mal. Parce que vous n'avez pas de structure capable de démontrer scientifiquement le chiffre que vous allez présenter. Vous voyez. Maintenant, comment voulez-vous que ceux qui viennent étudier ce que vos forêts séquestrent comme carbone vous disent la vérité? Vous ne savez pas faire le contrepoids, justifier le pourquoi vous dites que. Ça, c'est un problème. Mais il y a une question très importante que j'aimerais bien aborder, la question et de la presse et de la société civile. Vous savez, ceux qui mettent la pression sur le gouvernement, sur les entreprises, les sociétés qui émettent du CO2 et sur le plus riche, c'est la population de leur pays. Or, cette population peut être bien interpellée à travers les médias de votre pays. Donc si au niveau de notre pays, nous avons des médias qui peuvent faire quand même du bruit, sensibiliser, voilà, interpeller, ça aura conscientiser. un impact significatif sur la population, par exemple, des États-Unis, de la Chine, de l'Union européenne et autres. Et ces derniers seront obligés de porter une attention à ce que nous avons comme réclamation. En plus de la société civile, vous savez, il y a WWF, Greenpeace et consorts, ce ne sont que des organisations étrangères. Mais quand même, ils ont du poids dans notre pays. Et citez-moi une organisation congolaise de taille qui peut faire le poids à Greenpeace. Rien. Il y a, par exemple, je venais de vous parler de l'Association congolaise pour la protection de l'environnement, qui n'est même pas en mesure d'être reçue par les autorités du pays. Et vous croyez que nous allons faire le poids et mettre du bruit pour qu'à l'étranger, on puisse nous entendre? Je ne crois pas. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, si ces gens-là, qui émettent autant de CO2 qui fait souffrir l'humanité aujourd'hui, sont à mesure de créer des organisations qui mettent la pression sur nos gouvernements et notre population pour que nous puissions préserver nos forêts. Bien sûr, ils mettent aussi la pression sur leur gouvernement pour que ces derniers mettent un peu de moyens pour la préservation de nos forêts. S'ils sont en mesure de faire ce travail et que nous sommes en mesure de rien faire, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous devons vraiment réfléchir sérieusement sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on est vraiment des humains normaux ou nous ne comprenons pas? Nous devons aussi avoir des organisations pouvant faire le contrepoids. Nous ne savons pas dire non à ce qui est dit à l'étranger sur nous. On est donc des bénis, oui. Quelqu'un est en train de qualifier, je l'ai dit à l'entame. Il y a certains, Désiré Konga, chef de travaux, qui est allé jusqu'à qualifier même ces conférences des COP, des dupes. Ça veut dire les plus riches continueront à polluer, continueront à être riches. Les plus pauvres continueront à être pauvres et à être... on va leur imposer, n'est-ce pas, de préserver leurs espaces. Ils vont monter au créneau, ils vont crier, ils vont parler. Et les autres feront la sourde d'oreille, ils ne vont jamais écouter, ils vont continuer à les calmer, les endormir avec des promesses fallacieuses. Non, bon, au fait, le problème, je pense que le problème est ailleurs. Vous savez,
si vous voulez prendre quelque chose dans la poche de l'autre, vous devez user des stratégies. Ne croyons pas que ces gens ont assez de moyens à distribuer aussi facilement. Vous voyez, nous devons mettre en place des stratégies pouvant contraindre ces gens-là de payer quelque chose. Parce que nous n'avons que cette planète. Vous voyez. Maintenant, si nous n'arrivons pas à mettre ces stratégies, et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ces gens-là puissent avoir pitié de nous? Soyons quand même sérieux. Non. On ne peut pas quémander la pitié de ces gens-là. Essayons un peu de faire le poids dans les discussions. Essayons de comprendre ce que nous avons comme capacité, ce que nous avons comme ressources et comment dans la discussion, il ne faut pas aller en position de faiblesse. Nous allons en position de faiblesse parce que toutes les données que nous présentons ont été présentées par les autres. Oui, ce sont eux qui ont mené des études. Donc, nous ne savons pas dire un mot dessus. Vous voyez. Et puis, ce que nous avons besoin comme moyen, nous savons nous-mêmes ce que nous allons en faire. Et eux aussi, ils savent. Vous voyez. Donc, nous sommes en face des gens qui savent déjà ce que nous avons comme capacité et ils savent comment nous manipuler. Nous, maintenant, nous ne savons pas contourner la situation, nous ne savons pas faire le poids. Et lorsqu'on dit, écoutez, réfléchissons un peu sur comment nous pouvons améliorer cette question, messieurs, tu es un opposant. Bon, écoutons, soyons quand même sérieux. Nous autres, on n'a pas appris la politique, on est des techniciens. Tout ce que nous pouvons faire, c'est interpeller cette communauté internationale parce que cette question liée à l'environnement nous touche nous aussi et interpeller notre population pour que des actions puissent être menées pour la préservation de nos forêts, de nos écosystèmes parce que c'est vraiment utile pour nous. Mais s'il faut espérer au niveau du gouvernement, je vous ai dit tantôt, nous avons introduit une lettre au ministère du Budget pour rencontrer le ministre, le vice-premier ministre, ministre du Budget, pour essayer un peu de voir dans quelle mesure on peut inclure cette question de l'environnement. Bon, c'est déjà inclus, mais voir un peu s'il faut augmenter l'enveloppe pour mener des actions environnementales. Et puis, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons écrit à cette dernière pour que, je l'espère, qu'il y ait une implication. Une implication de la jeunesse. Parce que ce qu'il y a comme action aujourd'hui dans la destruction de notre environnement aura des impacts, de l'incidence sur nous, nos enfants et nos petits-enfants. Et elle, je pense que en tant qu'une mère, une future mère, elle comprendra que préserver l'avenir de ses enfants, c'est la meilleure des choses qu'elle puisse faire. Parce qu'avant de mettre au monde un bébé, on commence par faire des layettes. Très bien. Voilà. Et Dieu l'a fait pour l'homme. Avant de créer l'homme, Dieu s'est occupé de la nature, qui devait accueillir cet homme-là. Il a créé le monde, il a créé l'environnement, et quand il s'est rendu compte que toutes les conditions étaient réunies, il a créé l'homme. Cette lettre a été faite pour l'homme, et l'homme se doit de préserver cet environnement parce que c'est d'ailleurs la première mission qui lui a été confiée par le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. En 30 secondes, un dernier mot. Oui, un dernier mot, je dirais... Un message que vous lancez à ceux que nous suivent. En 30 secondes, rapidement. À ceux qui nous suivent, aux décideurs, je sais déjà que c'est difficile, que ce que nous avons présenté comme interpellation à nos dirigeants, je crains que ça ne puisse pas être pris en compte. Et c'est normal parce que nous savons déjà, mais essayez un peu d'être en harmonie avec ce que vous dites et ce qui s'est fait sur terrain. Politique nationale doit être finalisée, comme ça il y aura une cohérence entre ce que nous disons, ce que le gouvernement dit, ce que la presse et la société civile dit, et la loi portant code forestier doit être amendée et mise en exécution de la plus belle des manières pour que la préservation de nos forêts puisse être assurée. Et pour le reste, je demanderai juste à la population de comprendre que préserver nos forêts, c'est d'abord beaucoup plus important pour nous d'abord, parce que c'est notre milieu. Certains vivent dans la forêt et les autres vivent
pour la forêt, parce que c'est là où ils viennent tirer, ils puiser. tirent les ressources. Et d'ailleurs, source économique incontestée de beaucoup de millions. Par exemple, moi, personnellement, je bénéficie chez nous beaucoup de la forêt et je pense que c'est beaucoup plus à notre avantage de protéger nos forêts. Il ne faut pas penser comme si c'était un fardeau de blancs et consorts. Non, protégeons nos forêts. Mais nous autres, nous allons continuer à mettre la pression à ceux qui ont pollué autant et qui continuent de polluer, de mettre assez de moyens pour soulager ce que vous avez comme difficultés et le développement dans notre territoire dans son ensemble. Moi, je pense que c'est la plus grande interpellation. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. J'avais reçu pour vous Julien Moulombo. Il est ingénieur agroforestier. Avec lui, nous avions essayé d'analyser la question liée à la COP 30, que nous avons considéré comme étant une conférence de tous les enjeux pour la République du Congo, qui est aux autorités de mettre sur pied toutes les stratégies, tous les mécanismes qui devront être mis en place pour que la République du Congo puisse faire entendre sa voix lors de cette conférence. Merci de nous avoir suivis et restez nous fidèles. Nous sommes et nous serons toujours là pour vous servir. Portez-vous bien. Au revoir.